Septième section du Père Goriot. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Le Père Goriot, par Honoré de Balzac. Première partie, une pension bourgeoise. Septième section. Quand il se trouva sous la porte de la rue, le cocher d'une voiture de louage, qui venait sans doute de remiser de nouveaux mariés, et qui ne demandait pas mieux que de voler à son maître quelques courses de contrebande, fit à Eugène un signe en le voyant sans parapluie, en habit noir, gilet blanc, gants jaunes et bottes cirées. Eugène était sous l'empire de ces rages sourdes qui poussent un jeune homme à s'enfoncer de plus en plus dans l'abîme où il est entré, comme s'il espérait y trouver une heureuse issue. Il consentit par un mouvement de tête à la demande du cocher. Sans avoir plus de 22 sous dans sa poche, il monta dans la voiture, où quelques grains de fleurs d'oranger et des brins de canetille attestaient le passage des mariés. « Où monsieur va-t-il » demanda le cocher qui n'avait déjà plus ses gants blancs. « Parbleu, se dit Eugène, puisque je m'enfonce, il faut au moins que cela me serve à quelque chose. » « Allez à l'hôtel de Beauséant, ajouta-t-il à haute voix. « Lequel » dit le cocher. Mot sublime qui confondit Eugène. Cet élégant inédit ne savait pas qu'il y avait deux hôtels de Beauséant. Il ne connaissait pas combien il était riche en parents qui ne se souciaient pas de lui. « Le vicomte de Beauséant, rue de Grenelle, dit le cocher en hochant la tête et l'interrompant. Voyez-vous, il y a encore l'hôtel du comte et du marquis de Beauséant, rue Saint-Dominique, ajouta-t-il en relevant le marchepied. Je le sais bien, répondit Eugène d'un air sec. Tout le monde aujourd'hui se moque donc de moi, dit-il en jetant son chapeau sur les coussins de devant. Voilà une escapade qui va me coûter la rançon d'un roi. Mais au moins, je vais faire ma visite à ma soi-disant cousine d'une manière solidement aristocratique. Le père Goriot me coûte déjà au moins 10 francs, le vieux scélérat. Ma foi, je vais raconter mon aventure à madame de Beauséant, peut-être la ferai-je rire. Elle saura sans doute le mystère des liaisons criminelles de ce vieux rat sans queue et de cette belle femme. Il vaut mieux plaire à ma cousine que de me cogner contre cette femme immorale qui me fait l'effet d'être bien coûteuse. Si le nom de la belle vicomtesse est si puissant, de quel poids doit donc être sa personne? Adressons-nous en haut. Quand on s'attaque à quelque chose dans le ciel, il faut viser Dieu. Ces paroles sont la formule brève des 1001 pensées entre lesquelles il flottait. Il reprit un peu de calme et d'assurance en voyant tomber la pluie. Il se dit que s'il allait dissiper 2 des précieuses pièces de 100 sous qui lui restaient, elles seraient heureusement employées à la conservation de son habit, de ses bottes et de son chapeau. Il n'entendit pas sans un mouvement d'hilarité son cocher criant « La porte, s'il vous plaît !» Un Suisse rouge et doré fit grogner sur ses gonds la porte de l'hôtel, et Rastignac vit avec une douce satisfaction sa voiture passant sous le porche, tournant dans la cour et s'arrêtant sous la marquise du perron. Le cocher à grosse houppelande bleue bordée de rouge vint déplier le marchepied. En descendant de sa voiture, Eugène entendit des rires étouffés qui partaient sous le péristyle. 3 ou 4 valets avaient déjà plaisanté sur cet équipage de mariés vulgaires. Leur rire éclaira l'étudiant au moment où il compara cette voiture à l'un des plus élégants coupés de Paris, attelé de 2 chevaux fringants qui avaient des roses à l'oreille, qui mordaient leurs freins et qu'un cocher poudré, bien cravaté, tenait en bride comme s'ils eussent voulu s'échapper. À la Chaussée-d'Antin, madame de Restaud avait dans sa cour le fin cabriolet de l'homme de 26 ans. Au faubourg Saint-Germain attendait le luxe d'un grand seigneur, un équipage que 30 000 francs n'auraient pas payé. Qui donc est là se dit Eugène en comprenant un peu tardivement qu'il devait se rencontrer à Paris bien peu de femmes qui ne fussent occupées, et que la conquête d'une de ces reines coûtait plus que du sang. Diantre, ma cousine aura sans doute aussi son Maxime. Il monta le perron, la mort dans l'âme. À son aspect, la porte vitrée s'ouvrit. Il trouva les valets sérieux comme des ânes qu'on étrille.
La fête à laquelle il avait assisté s'était donnée dans les grands appartements de réception situés au rez-de-chaussée de l'hôtel de Beauséant. N'ayant pas eu le temps, entre l'invitation et le bal, de faire une visite à sa cousine, il n'avait donc pas encore pénétré dans les appartements de madame de Beauséant. Il allait donc voir, pour la première fois, les merveilles de cette élégance personnelle qui trahit l'âme et les mœurs d'une femme de distinction. Étude d'autant plus curieuse que le salon de madame de Restaud lui fournissait un terme de comparaison. À 4h30, la vicomtesse était visible. 5 minutes plus tôt, elle n'eût pas reçu son cousin. Eugène, qui ne savait rien des diverses étiquettes parisiennes, fut conduit par un grand escalier plein de fleurs, blanc de thon, à rampes dorées, à tapis rouge, chez madame de Beauséant, dont il ignorait la biographie verbale, une de ces changeantes histoires qui se content tous les soirs d'oreille à oreille dans les salons de Paris. La vicomtesse était liée depuis 3 ans avec un des plus célèbres et des plus riches seigneurs portugais, le marquis d'Arunda Pinto. C'était une de ces liaisons innocentes qui ont tant d'attrait pour les personnes ainsi liées, qu'elles ne peuvent supporter personne entière. Aussi, le vicomte de Beauséant avait-il donné lui-même l'exemple au public, en respectant, bon gré mal gré, cette union morganatique. Les personnes qui, dans les premiers jours de cette amitié, vinrent voir la vicomtesse à 2h, y trouvaient le marquis d'Arruda Pinto. Madame de Beauséant, incapable de fermer sa porte, ce qui eût été fort inconvenant, recevait si froidement les gens et contemplait si studieusement sa corniche, que chacun comprenait combien il la gênait. Quand on sut dans Paris qu'on gênait madame de Beauséant en venant la voir entre 2 et 4h, elle se trouva dans la solitude la plus complète. Elle allait au Bouffon ou à l'Opéra en compagnie de monsieur de Beauséant et de monsieur d'Arruda Pinto. Mais, en homme qui sait vivre, monsieur de Beauséant quittait toujours sa femme et le Portugais après les y avoir installés. Monsieur d'Arruda devait se marier, il épousait une demoiselle de Rochefide. Dans toute la haute société, une seule personne ignorait encore ce mariage. Cette personne était madame de Beauséant. Quelques-unes de ses amies lui en avaient bien parlé vaguement. Elle en avait ri, croyant que ses amis voulaient troubler un bonheur jalousé. Cependant, les bans allaient se publier. Quoiqu'il fût venu pour notifier ce mariage à la vicomtesse, le beau portugais n'avait pas encore osé dire un traître mot. Pourquoi? Rien sans doute n'est plus difficile que de notifier à une femme un semblable ultimatum. Certains hommes se trouvent plus à l'aise sur le terrain devant un homme qui leur menace le cœur avec une épée que devant une femme qui, après avoir débité ses élégies pendant 2 heures, fait la morte et demande des selles. En ce moment donc, monsieur d'Arruda Pinto était sur les épines et voulait sortir en se disant que madame de Beauséant apprendrait cette nouvelle. Il lui écrirait, il serait plus commode de traiter ce galant assassinat par correspondance que de vive voix. Quand le valet de chambre de la vicomtesse annonça monsieur Eugène de Rastignac, il fit tressaillir de joie le marquis d'Arruda Pinto. Sachez-le bien, une femme aimante est encore plus ingénieuse à se créer des doutes qu'elle n'est habile à varier le plaisir. Quand elle est sur le point d'être quittée, elle devine plus rapidement le sens d'un geste que le coursier de Virgile ne flaire les lointains corpuscules qui lui annoncent l'amour. Aussi, comptez que madame de Beauséant surprit ce tressaillement involontaire, léger, mais naïvement épouvantable. Eugène ignorait qu'on ne doit jamais se présenter chez qui que ce soit à Paris sans s'être fait conter par les amis de la maison l'histoire du mari, celle de la femme ou des enfants, afin de n'y commettre aucune de ces balourdises dont on dit pittoresquement en Pologne « attelez 5 bœufs à votre char », sans doute pour vous tirer du mauvais pas où vous vous embourbez. Si ces malheurs de la conversation n'ont encore aucun nom en France, on les y suppose sans doute impossibles, par suite de l'énorme publicité qui obtiennent les médisances. Après s'être embourbé chez madame de Restaud, qui ne lui avait pas même laissé le temps d'atteler les 5 bœufs à son char, Eugène, seul, était capable de recommencer son métier de bouvier en se présentant chez madame de Beauséant. Mais s'il avait
Horriblement gêné madame de Restaud et monsieur de Trailles, il tirait d'embarras monsieur d'ajuda. Adieu, dit le portugais en s'empressant de gagner la porte quand Eugène entra dans un petit salon coquet, gris et rose, où le luxe semblait n'être que de l'élégance. Mais à ce soir, dit madame de Beauséant en retournant la tête et jetant un regard au marquis. N'allons-nous pas au Bouffon? Je ne le puis, dit-il en prenant le bouton de la porte. Madame de Beauséant se leva, le rappela près d'elle, sans faire la moindre attention à Eugène qui, debout, étourdi par les scintillements d'une richesse merveilleuse, croyait à la réalité des contes arabes et ne savait où se fourrer en se trouvant en présence de cette femme sans être remarquée par elle. La vicomtesse avait levé l'index de sa main droite et par un joli mouvement désigné au marquis une place devant elle. Il y eut dans ce geste un si violent despotisme de passion que le marquis laissa le bouton de la porte et vint. Eugène le regarda, non sans envie. Voilà, se dit-il, l'homme au coupé. Mais il faut donc avoir des chevaux fringants, des livrées et de l'or à flots pour obtenir le regard d'une femme de Paris. Le démon du luxe le mordit au cœur. La fièvre du gain le prit. La soif de l'or lui sécha la gorge. Il avait 130 francs pour son trimestre. Son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, sa tante ne dépensaient pas 200 francs par mois, à eux tous. Cette rapide comparaison entre sa situation présente et le but auquel il fallait parvenir contribuèrent à le stupéfier. Pourquoi, dit la vicomtesse en riant, ne pouvez-vous pas venir aux Italiens? Des affaires, je dîne chez l'ambassadeur d'Angleterre. Vous les quitterez. Quand un homme trompe, il est invinciblement forcé d'entasser mensonge sur mensonge. Monsieur d'Ajuda dit alors en riant. Vous l'exigez? Oui, certes. Voilà ce que je voulais me faire dire, répondit-il en jetant un de ces fins regards qui auraient rassuré toute autre femme. Il prit la main de la vicomtesse, la baisa et partit. Eugène passa la main dans ses cheveux et se tortilla pour saluer en croyant que madame de Beauséant allait penser à lui. Tout à coup elle s'élance, se précipite dans la galerie, accourt à la fenêtre et regarde monsieur d'Ajuda pendant qu'il montait en voiture. Elle prête l'oreille à l'ordre et entend le chasseur répétant au cocher « Chez monsieur de Rochefide ». Ces mots et la manière dont d'Ajuda se plongea dans sa voiture furent l'éclair et la foudre pour cette femme qui revint en proie à de mortelles appréhensions. Les plus horribles catastrophes ne sont que cela dans le grand monde. La vicomtesse rentra dans sa chambre à coucher, se mit à sa table et prit un joli papier. Du moment, écrivait-elle, où vous dînez chez les Rochefide et non à l'ambassade anglaise, vous me devez une explication. Je vous attends. Après avoir redressé quelques lettres défigurées par le tremblement convulsif de sa main, elle mit un C qui voulait dire Claire de Bourgogne, et sonna. Jacques, dit-elle à son valet de chambre qui vint aussitôt, vous irez à 7h30 chez monsieur de Rochefide, vous y demanderez le marquis d'Ajuda. Si monsieur le marquis y est, vous lui ferez parvenir ce billet sans demander de réponse. S'il n'y est pas, vous reviendrez et me rapporterez ma lettre. Madame la vicomtesse a quelqu'un dans son salon. Ah, c'est vrai, dit-elle en poussant la porte. Eugène commençait à se trouver très mal à l'aise. Il aperçut enfin la vicomtesse qui lui dit d'un ton dont l'émotion lui remua les fibres du cœur. Pardon, monsieur, j'avais un mot à écrire, je suis maintenant tout à vous. Elle ne savait ce qu'elle disait, car voici ce qu'elle pensait. Ah, il veut épouser mademoiselle de Rochefide, mais est-il donc libre? Ce soir ce mariage sera brisé ou je... Mais il n'en sera plus question demain. Ma cousine, répondit Eugène. Hein? Fit la vicomtesse en lui jetant un regard dont l'impertinence glaça l'étudiant. Eugène comprit ce hein. Depuis 3 heures il avait appris tant de choses qu'il s'était mis sur le qui-vive. Madame, reprit-il en rougissant. Il hésita, puis il dit en continuant. Pardonnez-moi, j'ai besoin de tant de protection qu'un bout de parenté n'aurait rien gâté. Madame de Beauséant sourit
mais tristement. Elle sentait déjà le malheur qui grondait dans son atmosphère. Si vous connaissiez la situation dans laquelle se trouve ma famille, dit-il en continuant, vous aimeriez jouer le rôle d'une de ces fées fabuleuses qui se plaisaient à dissiper les obstacles autour de leur filleule. Eh bien, mon cousin, dit-elle en riant, à quoi puis-je vous être bonne? Mais le sais-je? Vous appartenir par un lien de parenté qui se perd dans l'ombre est déjà toute une fortune. Vous m'avez troublé, je ne sais plus ce que je venais vous dire. Vous êtes la seule personne que je connaisse à Paris. Ah, je voulais vous consulter en vous demandant de m'accepter comme un pauvre enfant qui désire se coudre à votre jupe, et qui saurait mourir pour vous. Vous tueriez quelqu'un pour moi? J'en tuerais deux, dit Eugène. Enfant. Oui, vous êtes un enfant, dit-elle en réprimant quelques larmes. Vous aimeriez sincèrement, vous? Oh, fit-il en hochant la tête. La vicomtesse s'intéressa vivement à l'étudiant pour une réponse d'ambitieux. Le méridional en était à son premier calcul. Entre le boudoir bleu de madame de Restaud et le salon rose de madame de Beauséant, il avait fait 3 années de ce droit parisien dont on ne parle pas, quoiqu'il constitue une haute jurisprudence sociale qui, bien apprise et bien pratiquée, mène à tout. Ah, j'y suis, dit Eugène. J'avais remarqué madame de Restaud à votre bal. Je suis allé ce matin chez elle. Vous avez dû bien la gêner, dit en souriant madame de Beauséant. Eh oui, je suis un ignorant qui mettra contre lui tout le monde si vous me refusez votre secours. Je crois qu'il est fort difficile de rencontrer à Paris une femme jeune, belle, riche, élégante, qui soit inoccupée, et il m'en faut une qui m'apprenne ce que, vous autres femmes, vous savez si bien expliquer, la vie. Je trouverai partout un monsieur de Trailles. Je venais donc à vous pour vous demander le mot d'une énigme, et vous prier de me dire de quelle nature est la sottise que j'y ai faite. J'y parlais d'un père... Madame la duchesse de Langeais, dit Jacques, en coupant la parole à l'étudiant, qui fit le geste d'un homme violemment contrarié. Si vous voulez réussir, dit la vicomtesse à voix basse, d'abord, ne soyez pas aussi démonstratif. Eh, bonjour, ma chère, reprit-elle en se levant et allant au-devant de la duchesse, dont elle pressa les mains avec l'effusion caressante qu'elle aurait pu montrer pour une sœur, et à laquelle la duchesse répondit par les plus jolies câlineries. Voilà 2 bonnes amies, se dit Rastignac. J'aurai dès lors 2 protectrices. Ces 2 femmes doivent avoir les mêmes affections, et celle-ci s'intéressera sans doute à moi. À quelle heureuse pensée dois-je le bonheur de te voir, ma chère Antoinette, dit madame de Beauséant. Mais j'ai vu monsieur d'Aroudin-Pinto entrant chez monsieur de Rochefide, et j'ai pensé qu'alors vous étiez seule. Madame de Beauséant ne se pinça point les lèvres, elle ne rougit pas. Son regard resta le même, son front parut s'éclaircir pendant que la duchesse prononçait ces fatales paroles. Si j'avais su que vous fussiez occupé, ajouta la duchesse en se tournant vers Eugène. Monsieur et monsieur Eugène de Rastignac, un de mes cousins, dit la vicomtesse. Avez-vous des nouvelles du général Montriveau? fit-elle. Sérizy m'a dit hier qu'on ne le voyait plus. L'avez-vous eu chez vous aujourd'hui? La duchesse, qui passait pour être abandonnée par monsieur de Montriveau, de qui elle était éperdument éprise, sentit au cœur la pointe de cette question et rougit en répondant. Il était hier à l'Élysée. De service, dit madame de Beauséant. Clara, vous savez sans doute, reprit la duchesse en jetant des flots de malignité par ses regards, que demain les bans de monsieur d'Aroudin-Pinto et de mademoiselle de Rochefide se publient. Ce coup était trop violent. La vicomtesse pâlit et répondit en riant, un de ces bruits dont s'amusent les sots. Pourquoi monsieur d'Arouda porterait-il chez les Rochefide un des plus beaux noms du Portugal? Les Rochefide sont des gens anoblis d'hier. Mais Berthe réunira, dit-on, 200 000 livres de rente. Monsieur d'Arouda est trop riche pour faire de ces calculs. Mais ma chère, mademoiselle de Rochefide est charmante. Ah? Enfin, il y dîne aujourd'hui. Les conditions sont arrêtées. Vous m'étonnez étrangement d'être si peu instruite. Quelle sottise avez-vous donc faite, monsieur? dit madame de Beauséant. Ce pauvre enfant est si nouvellement jeté dans le monde qu'il ne comprend rien, ma chère Antoinette, à ce que nous disons. Soyez bonne pour lui. Remettons à causer de cela demain. Demain, voyez-vous,
tout sera sans doute officiel, et vous pourrez être officieuse à coup sûr. La duchesse tourna sur Eugène un de ces regards impertinents qui enveloppent un homme des pieds à la tête, l'aplatissent et le mettent à l'état de zéro. Madame, j'ai sans le vouloir plongé un poignard dans le cœur de madame de Restaud. Sans le savoir, voilà ma faute, dit l'étudiant que son génie avait assez bien servi et qui avait découvert les mordantes épigrammes cachées sous les phrases affectueuses de ces deux femmes. Vous continuez à voir et vous craignez peut-être les gens qui sont dans le secret du mal qu'ils vous font, tandis que celui qui blesse en ignorant la profondeur de sa blessure est regardé comme un sot, un maladroit qui ne sait profiter de rien, et chacun le méprise. Madame de Beauséant jeta sur l'étudiant un de ces regards fondants où les grandes âmes savent mettre tout à la fois de la reconnaissance et de la dignité. Ce regard fut comme un baume qui calma la plaie que venait de faire au cœur de l'étudiant le coup d'œil d'huissier-priseur par lequel la duchesse l'avait évalué. Figurez-vous que je venais, dit Eugène en continuant, de capter la bienveillance du comte de Restaud, car, dit-il en se tournant vers la duchesse d'un air à la fois humble et malicieux, il faut vous dire, madame, que je ne suis encore qu'un pauvre diable d'étudiant, bien seul, bien pauvre. Ne dites pas cela, monsieur de Rastignac, nous autres femmes, nous ne voulons jamais de ce dont personne ne veut. Bah, fit Eugène, je n'ai que 22 ans, il faut savoir supporter les malheurs de son âge. D'ailleurs, je suis à confesse, et il est impossible de se mettre à genoux dans un plus joli confessionnal. On y fait les péchés dont on s'accuse dans l'autre. La duchesse prit un air froid à ce discours antireligieux, dont elle proscrivit le mauvais goût en disant à la vicomtesse « Monsieur arrive ». Madame de Beauséant se prit à rire franchement et de son cousin et de la duchesse. « Il arrive, ma chère, et cherche une institutrice qui lui enseigne le bon goût. » Madame la duchesse, reprit Eugène, n'est-il pas naturel de vouloir s'initier au secret de ce qui nous charme ? Allons, se dit-il en lui-même, je suis sûr que je leur fais des phrases de coiffeur. Mais madame de Restaud est, je crois, l'écolière de monsieur de Trailles, dit la duchesse. Je n'en savais rien, madame, reprit l'étudiant, aussi me suis-je étourdiment jeté entre eux. Enfin, je m'étais assez bien entendu avec le mari, je me voyais souffert pour un temps par la femme, lorsque je me suis avisé de leur dire que je connaissais un homme que je venais de voir sortant par un escalier dérobé, et qui avait au fond d'un couloir embrassé la comtesse. Qui est-ce, dirent les deux femmes. Un vieillard qui vit à raison de 2 louis par mois au fond du faubourg Saint-Marceau, comme moi, pauvre étudiant. Un véritable malheureux dont tout le monde se moque, et que nous appelons le père Goriot. Mais, enfant que vous êtes, s'écria la vicomtesse, madame de Restaud est une demoiselle Goriot. La fille d'un vermicellier, reprit la duchesse. Une petite femme qui s'est fait présenter le même jour qu'une fille de pâtissier. Ne vous en souvenez-vous pas, Clara? Le roi s'est mis à rire et a dit en latin un bon mot sur la farine. Des gens, comment donc, des gens... Ejusdem farinae, dit Eugène. C'est cela, dit la duchesse. Ah, c'est son père, reprit l'étudiant en faisant un geste d'horreur. Mais oui, ce bonhomme avait 2 filles dont il est quasi fou, quoique l'une et l'autre l'ait à peu près renié. La seconde n'est-elle pas, dit la vicomtesse en regardant madame de Langeais, mariée à un banquier dont le nom est allemand, un baron de Nucingen? Ne se nomme-t-elle pas Delphine? N'est-ce pas une blonde qui a une loge de côté à l'opéra, qui vient aussi au Bouffon et rit très haut pour se faire remarquer? La duchesse sourit en disant « Mais, ma chère, je vous admire. Pourquoi vous occupez-vous donc tant de ces gens-là? Il a fallu être amoureux fou comme l'était Restaud pour s'être enfariné de mademoiselle Anastasie. Oh, il n'en sera pas le bon marchand. Elle est entre les mains de monsieur de Trailles, qui la perdra. Ils ont renié leur père, répétait Eugène. Eh bien, oui, leur père. Le père. Un père, reprit la vicomtesse, un bon père qui leur a donné, dit-on, à chacune 500 ou 600 000 francs pour faire leur bonheur en les mariant bien, et qui ne s'était réservé que 8 à 10 000 livres de rente pour lui, croyant que ses filles resteraient ses filles, qui s'était créé chez elles 2 existences, 2 maisons où il serait adoré, choyé. En 2 ans, ses gendres l'ont banni de leur société comme le dernier des misérables. Quelques larmes roulèrent dans les yeux d'Eugène.
récemment rafraîchie par les pures et saintes émotions de la famille, encore sous le charme des croyances jeunes et qui n'en était qu'à sa première journée sur le champ de bataille de la civilisation parisienne. Les émotions véritables sont si communicatives que pendant un moment, ces trois personnes se regardèrent en silence. Eh mon Dieu, dit madame de Langeais, oui, cela semble bien horrible, et nous voyons cependant cela tous les jours. N'y a-t-il pas une cause à cela? Dites-moi, ma chère, avez-vous pensé jamais à ce qu'est un gendre? Un gendre est un homme pour qui nous élèverons, vous ou moi, une chère petite créature, à laquelle nous tiendrons par 1000 liens, qui sera pendant 17 ans la joie de la famille, qui en est l'âme blanche, dirait Lamartine, et qui en deviendra la peste. Quand cet homme nous l'aura prise, il commencera par saisir son amour comme une hache, afin de couper dans le cœur et au vif de cet ange tous les sentiments par lesquels elle s'attachait à sa famille. Hier, notre fille était tout pour nous. Nous étions tout pour elle. Le lendemain, elle se fait notre ennemie. Ne voyons-nous pas cette tragédie s'accomplissant tous les jours? Ici la belle-fille est de la dernière impertinence avec le beau-père, qui a tout sacrifié pour son fils. Plus loin un gendre met sa belle-mère à la porte. J'entends demander ce qu'il y a de dramatique aujourd'hui dans la société. Mais le drame du gendre est effrayant, sans compter nos mariages qui sont devenus de fort sottes choses. Je me rends parfaitement compte de ce qui est arrivé à ce vieux vermicellier. Je crois me rappeler que ce Goriot, madame. Oui, ce Moriot a été président de sa section pendant la Révolution. Il a été dans le secret de la fameuse disette et a commencé sa fortune par vendre dans ce temps-là des farines 10 fois plus qu'elles ne lui coûtaient. Il en a eu tant qu'il en a voulu. L'intendant de ma grand'mère lui en a vendu pour des sommes immenses. Ce Goriot partageait sans doute, comme tous ces gens-là, avec le comité de salut public. Je me souviens que l'intendant disait à ma grand'mère qu'elle pouvait rester en toute sûreté à Grandvilliers parce que ses blés étaient une excellente carte civique. Eh bien, ce Loriot, qui vendait du blé aux coupeurs de tête, n'a eu qu'une passion. Il adore, dit-on, ses filles. Il a juché l'aîné dans la maison de Restaud et greffé l'autre sur le baron de Nucingen, un riche banquier qui fait le royaliste. Vous comprenez bien que, sous l'Empire, les deux gendres ne se sont pas trop formalisés d'avoir ce vieux 93 chez eux. Ça pouvait encore aller chez Buonaparte. Mais quand les Bourbons sont revenus, le bonhomme a gêné monsieur de Restaud, et plus encore le banquier. Les filles qui aimaient peut-être toujours leur père ont voulu ménager la chèvre et le chou, le père et le mari. Elles ont reçu le Goriot quand elles n'avaient personne. Elles ont imaginé des prétextes de tendresse. Papa, venez. Nous serons mieux parce que nous serons seuls, etc. Moi, ma chère, je crois que les sentiments vrais ont des yeux et une intelligence. Le cœur de ce pauvre 93 a donc saigné. Il a vu que ses filles avaient honte de lui, que si elles aimaient leur mari, il nuisait à ses gendres. Il fallait donc se sacrifier. Il s'est sacrifié parce qu'il était père. Il s'est banni de lui-même. En voyant ses filles contentes, il comprit qu'il avait bien fait. Le père et les enfants ont été complices de ce petit crime. Nous voyons cela partout. Ce père Doriot n'aurait-il pas été une tache de cambouis dans le salon de ses filles? Il y aurait été gêné, il se serait ennuyé. Ce qui arrive à ce père peut arriver à la plus jolie femme avec l'homme qu'elle aimera le mieux. Si elle l'ennuie de son amour, il s'en va, il fait des lâchetés pour la fuir. Tous les sentiments en sont là. Notre cœur est un trésor, videz-le d'un coup, vous êtes ruiné. Nous ne pardonnons pas plus à un sentiment de s'être montré tout entier qu'à un homme de ne pas avoir un sou à lui. Ce père avait tout donné. Il avait donné pendant 20 ans ses entrailles, son amour. Il avait donné sa fortune en un jour. Le citron bien pressé, ses filles ont laissé le zeste au coin des rues. Le monde est infâme, dit la vicomtesse en effilant son châle et sans lever les yeux, car elle était atteinte au vif par les mots que madame de Langeais avait dits, pour elle, en racontant cette histoire. Infâme, non, reprit la duchesse. Il va son train, voilà tout. Si je vous en parle ainsi, c'est pour montrer que je ne suis pas la dupe du monde. Je pense comme vous, dit-elle en pressant la main de la vicomtesse. Le monde est un bourbier, tâchons de rester sur les hauteurs. Elle se leva, embrassa madame de Beauséant au front en lui disant « Vous êtes bien belle en ce moment, ma chère.
vous avez les plus jolies couleurs que j'aie vues jamais. Puis elle sortit après avoir légèrement incliné la tête en regardant le cousin. Le père Goriot est sublime, dit Eugène en se souvenant de l'avoir vu tordant son vermeil la nuit. Madame de Beauséant n'entendit pas, elle était pensive. Quelques moments de silence s'écoulèrent, et le pauvre étudiant, par une sorte de stupeur honteuse, n'osait ni s'en aller, ni rester, ni parler. Fin de la 7e section.